Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une longue vidéo consacrée au cas de Shaun Great, un tueur en série américain qui a été arrêté assez récemment puisque c'était en 2016. C'est une affaire qui est extrêmement documentée, surtout si vous comprenez bien l'anglais puisqu'on trouve facilement plein de documentaires sur l'affaire, mais aussi et surtout de longs extraits de l'interrogatoire de Great ainsi que de son procès. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour mentionner l'excellente vidéo d'Explore with Death sur le sujet. Elle dure 3h20, mais c'est un super travail comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller suivre cette chaîne si vous comprenez bien l'anglais. Tout ça a fait que les recherches sur l'affaire ont été plutôt passionnantes, bien que très longues, et j'ai essayé de conserver plein de petits extraits à inclure dans la vidéo pour que ce soit le plus immersif pour vous. À ce sujet, j'ai décidé de doubler l'intégralité des extraits, même si je sais que ça ne fait pas l'unanimité dans les commentaires malheureusement. Je préfère privilégier le fait de rendre mes contenus le plus accessible possible à tous. Cela dit, je vais faire une exception pour les premiers extraits de la vidéo que je vais laisser en son d'origine avec des sous-titres. Donc voilà, c'est le seul moment où vous aurez peut-être vraiment besoin de regarder l'écran, mais promis, ça sera seulement pour quelques minutes au début. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 13 septembre 2016 à Ashland, dans l'Ohio. Sarah Miller, une opératrice du 911, ne sait pas que dans quelques instants, elle va recevoir l'un des appels les plus glaçants de toute sa carrière. Sa routine est bien rodée, une oreillette visse à l'oreille, elle reçoit des appels à la chaîne, des urgences devenues banales pour elle avec le temps, mais lorsqu'elle prend ce nouvel appel entrant, tout bascule. 911, what is the address to your emergency? By the 4th Street Laundromat. What is it? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Shaun Green. You said John Green? Shaun Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's 2 houses right by the Laundry Street. And it's in one of those houses. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. Sarah n'est pas nouvelle dans le métier, ça fait 26 ans qu'elle est opératrice téléphone pour les urgences. Elle est donc parfaitement en mesure de garder son calme face à cette situation pourtant déstabilisante. Ses formations lui ont appris à recueillir un maximum d'informations dès le début de l'appel pour que les policiers qui seront envoyés sur place à l'adresse soient le mieux préparés possible. Elle interroge donc la femme au bout du fil sur le profil du ravisseur. Okay, does he own the house? No, he broke into. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. And his name is Shaun Great? Yes. Like Grate? Yes. Does he have a weapon? He's got a taser. L'opératrice comprend désormais d'autant plus la tension de la situation. Mais le ton de sa voix doit rester calme pour ne pas transmettre d'angoisse supplémentaire à la victime au bout du fil. Elle va alors faire ce qu'on lui a appris, encourager à s'éloigner du danger et se mettre à l'abri. Is he still sleeping? Where did he take you from? My apartment. I was walking with him.
You were walking with him? Where were you walking to? I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Yes. Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. If you think you can get out, you need to get out. Not unless they were right here. He would hear me, catch me, and he's strong. Face à la détresse de cet inconnu, Sarah sent son cœur se serrer. La police a déjà été envoyée sur les lieux. Les premiers agents devraient arriver à l'adresse indiquée d'une minute à l'autre. L'opératrice désormais doit maintenir le contact avec la victime et également évaluer si d'autres services de secours doivent être contactés. Do you need an ambulance? Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Where were you bleeding from? You don't have to talk if you don't need to, okay? Soudain, un bruit de taser se fait entendre, la femme se met à paniquer. En contournant le lit, elle a buté sur l'arme qui s'est activée. Oh shit. Oh shit, I woke him up. Just set the phone down. Terrorisée à l'idée d'avoir réveillé son ravisseur, elle se plaque contre le mur et plusieurs minutes d'angoisse extrême s'écoulent pendant lesquelles le silence est seulement entrecoupé par la respiration saccadée de l'inconnu. Enfin, les policiers arrivent autour de la maison. Okay, I can hear him. You hear him? Okay, do you think you can get out? Where'd they go? Out of the bedroom. You're out? Okay, can you get to the door where you can see out? Huh? Can you get out of the house? It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. Alors que la femme vient de sortir de la chambre sur la pointe des pieds, elle voit à travers les carreaux le dos des policiers, elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Comment peuvent-ils s'éloigner? Is there a window there? Yeah, I'm looking out and they tell him to come back. She said, Hurry, hurry. she said to hurry up and come back. Au même moment, les policiers présents sur place atteignent la porte arrière. Ils n'étaient pas en train de partir comme l'a craint la pauvre victime effrayée, mais plutôt de contourner la maison pour trouver une autre entrée. La femme s'approche alors et comme la porte n'a pas de poignée à l'extérieur, elle la déverrouille et la pousse, permettant ainsi aux agents de police de pénétrer à l'intérieur. No, the bedroom door had no door handle. This one, it's locked. You can't get out. Can you unlock the door at all? Come on out. Hurry up, get out here. Where is he? Bedroom sleeping. Still sleeping? Yeah. Bon, je sais que cet appel était très dur à écouter, mais je pense que parfois, c'est important pour mesurer toute l'ampleur d'une affaire. Juste, je vais faire une mini parenthèse ici pour préciser que je vais appeler la victime Jane Doe tout au long de cette vidéo parce que elle souhaite protéger son identité et même si son nom apparaît dans certains documents officiels, j'ai fait le choix de respecter son souhait d'anonymat.
Voilà, maintenant on peut reprendre le récit. On l'a vu grâce aux extraits de l'appel au 911, les policiers arrivent très rapidement sur place, mais ils mettent plusieurs longues minutes à trouver un moyen d'entrer dans la maison sans alerter le suspect. Heureusement, Jane finit par réussir à déverrouiller le verrou et quand les agents entrent, ils découvrent une jeune femme complètement nue et traumatisée. Elle est couverte de bleu et d'égratignures et son visage est tuméfié. Jane Doe est immédiatement conduite à l'hôpital et en parallèle, les policiers procèdent à l'arrestation de Shaun Great qui, étonnamment, est toujours en train de dormir nu. Forcément, vu la situation, il n'oppose pas vraiment de résistance et les officiers lui ordonnent d'enfiler un short avant de lui passer les menottes. Maintenant que le suspect est neutralisé, les agents peuvent enfin prendre le temps d'analyser les lieux. La maison est insalubre, il y a des piles de vêtements et des déchets un petit peu partout, ainsi que des dizaines d'animaux en peluche. Ce détail renforce le sentiment de malaise des agents et l'odeur nauséabonde qui règne dans la pièce leur fait craindre le pire. Malheureusement, ils le savent, ils vont devoir attendre le mandat de perquisition pour pouvoir fouiller les lieux. Et oui, c'est frustrant, mais c'est aussi ça le système judiciaire. Il y a beaucoup de procédures qui visent avant tout à protéger les droits humains. Cela dit, dans un cas comme celui-là, c'est quand même dur d'y voir quelque chose de positif. D'autant plus qu'à ce moment-là, on sait déjà que Shaun Great n'est ni le propriétaire, ni même le locataire de cette maison. Il a simplement profité du fait qu'elle était abandonnée pour forcer la serrure et s'y installer. Bref, la perquisition va devoir attendre, mais pas l'interrogatoire de Shaun Great, qui est conduit au poste de police d'Ashland. À ce moment-là, les enquêteurs ne mesurent pas encore l'importance de l'arrestation qu'ils viennent d'effectuer. Bon, bien sûr, il est clair qu'ils ont affaire à un homme qui a enlevé et séquestré une jeune femme, mais personne ne se doute encore que Shaun Great a été bien plus loin dans ses crimes. On arrive à la partie interrogatoire de cette vidéo, et je vous préviens, c'est un sacré morceau. Déjà, il faut savoir que Shaun Great, il a été entendu par les enquêteurs pendant plus de 33 heures, sur plusieurs jours, mais tout n'a pas été rendu public. Pour autant, ce qu'il a été est déjà amplement suffisant. On va donc revenir sur cet interrogatoire en commençant par le début. Je vais éviter de vous bombarder d'extraits parce que, contrairement à ce qu'on a vu pour Todd Kohlhepp par exemple, Great n'est pas vraiment bavard. De manière générale, il a beaucoup de mal à s'exprimer et il tourne quand même souvent autour du pot. Je vais quand même en inclure quelques-uns, rassurez-vous, mais seulement quand c'est réellement utile et pertinent. Ah, et dernière chose, avant de commencer, au moment de son arrestation, Shaun Great est déjà bien connu des services de police, il a même fait de la prison pour avoir agressé une de ses ex-compagnes, donc les enquêteurs ne doutent vraiment pas de sa culpabilité dans l'enlèvement de Jane Doe. Quand le capitaine Lay entre dans la salle d'interrogatoire, il adopte tout de suite une attitude polie, il se présente et il serre même la main de Shaun Great. Vous commencez à connaître maintenant, c'est une stratégie pour établir un lien de confiance avec le suspect et l'amener à parler. Le but du capitaine Lay est de faire avouer à Shaun Great 3 éléments clés. L'enlèvement, la séquestration et l'agression sexuelle de Jane Doe. Il commence donc par demander à Great où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Même s'il est sur la réserve et qu'il cherche des prétextes pour gagner du temps, Great finit par dire qu'il a rencontré Jane Doe au Kroc Center d'Ashland. Alors le Kroc Center, c'est une sorte de centre communautaire créé par l'armée du salut. C'est un endroit qui permet aux habitants d'une commune de faire du sport, de peindre, de prier. L'objectif, c'est de favoriser le lien social et c'est un lieu qui est fréquenté par vraiment plein de profils différents. Et pour Shaun, qui vient d'aménager à Ashland, c'est le lieu idéal pour faire des rencontres. C'est donc là que Shaun et Jane se sont rencontrés environ 1 mois et demi avant les faits. Et ils sont rapidement devenus proches. Ils déjeunent souvent ensemble, ils se font des balades, et Jane accompagne Shaun à un niveau plus spirituel puisque, d'après lui, il était dans une phase de sa vie où il voulait retrouver la foi. Et Jane, elle est très religieuse, elle passe son temps à prier, à lire la Bible, à assister à des services religieux, bref, elle est vraiment très croyante et pratiquante. Pour la jeune femme, Shaun est un peu comme un grand frère, un peu maladroit mais avec un bon fond. Elle ne s'imagine rien de plus, elle a aucun sentiment amoureux pour lui, et de toute manière, ses principes religieux ne lui permettent pas d'envisager une relation hors mariage avec un homme. D'ailleurs, elle a même refusé de lui donner son numéro de téléphone, et il n'est pas autorisé non plus à entrer dans son appartement. Donc, on voit clairement que Jane n'a jamais laissé sous-entendre à Shaun que leur relation pourrait aller au-delà de la simple amitié, mais ça ne lui convient pas.
Il a d'ailleurs déjà avoué ses sentiments pour Jane, mais elle l'a gentiment recalé en lui disant qu'elle n'était pas intéressée. Alors on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là et que Sean a très bien géré ce refus, mais on serait pas en train de parler de cette affaire sur ma chaîne si ça avait été le cas. Parce que dans la tête de Sean, leur relation est bien plus qu'amicale. D'après Sean Great, Jane et lui ne sont pas des amis, non, ils ont même évoqué le sujet du mariage à plusieurs reprises, mais c'est Jane qui n'est pas sûre et qui ne fait que revenir sur cette décision. Vous vous en doutez probablement, mais c'est absolument pas ce que Jane a confié aux policiers, et d'ailleurs, rien de ce qu'ils ont pu découvrir pendant leur enquête ne suggère que Jane avait pour projet d'épouser Sean Great. En plus, je rappelle qu'ils se connaissaient que depuis quelques semaines, et c'est donc assez improbable qu'une femme comme Jane, aussi prudente dans ses relations, pense à épouser un homme qu'elle connaît à peine. Enfin, après avoir établi la nature de leur rencontre, l'enquêteur essaye maintenant de reconstituer un peu la chronologie des événements, et voici ce qu'il parvient à tirer difficilement de Great. Le 11 septembre 2016, Sean propose à Jane de passer chez lui sous prétexte qu'il a des vêtements à donner. Jane fait souvent des collectes pour l'église et elle accepte d'aller jusqu'à chez lui pour récupérer les sacs de vêtements. Mais quand ils arrivent sur place, elle réalise vite qu'il y a quelque chose d'étrange. La maison semble abandonnée, elle est dans un piteux état, on dirait même pas qu'il y a l'eau courante. Malgré ça, elle décide de ne rien dire parce qu'elle veut pas blesser Sean. Elle s'assoit sur le canapé crasseux et elle commence à lire la Bible en attendant que Sean revienne avec les sacs de vêtements à donner. Mais quand Sean essaye de se rapprocher d'elle, elle s'y oppose. Elle a pas vraiment dit non, mais elle était là, arrête. On fait pas ce genre de choses-là, on doit attendre le mariage. Donc, quand vous dites ce genre de choses-là, vous parlez de relations sexuelles? De tout. De tout, ok. Pas de bisous, rien. J'ai juste voulu lui taper le dos à un moment, juste parce qu'on parlait bien et tout. Mais est-ce que vous avez couché ensemble? Oui, on a couché ensemble. Sans son consentement? Au final, elle a pas aimé, elle s'en veut beaucoup, et ça craint. On dirait que vous l'avez frappé plusieurs fois. C'est vrai, je l'ai frappé parce que j'ai perdu le contrôle. Bon, même si Great n'admet pas encore d'avoir agressé sexuellement Jane, il sous-entend quand même qu'elle était pas si consentante que ça, et il admet même l'avoir frappée à plusieurs reprises. Mais selon lui, il a une bonne raison. Jane le menait en bateau. Bah ouais, elle arrêtait pas de changer de décision au sujet du mariage, et c'est ça qui lui a fait perdre le contrôle. Par contre, il continue d'affirmer qu'elle n'a pas clairement dit non. Sauf que, vous allez le voir, Sean Great enchaîne les contradictions, et ce qu'il va finir par avouer peu de temps après ne va pas du tout dans le sens de ses premières déclarations. Elle dit que vous l'avez attachée au lit. C'est quoi toutes ces sangles sur le matelas? Oui, c'est vrai, je l'ai attachée et je l'ai séquestrée. On est bien loin de sa première version selon laquelle Jane était totalement consentante. Soyons clairs, la vérité, c'est qu'il l'a frappée, attachée et violée. Elle a essayé de résister, de se débattre, mais elle a rapidement compris qu'elle était prise au piège. Quant au mobile de Great, il était clair, il comptait l'agresser sexuellement, c'était prémédité. Je voulais juste qu'elle se détende et qu'elle accepte de passer du temps avec moi. C'est quand même dur de se relaxer quand on est attaché, vous ne trouvez pas? Ouais. Alors, son raisonnement est clairement plus que bancal, mais je pense que vous savez que c'est souvent le cas chez les criminels. Maintenant, je vais pas entrer dans le détail exact des agressions sexuelles qu'a subi Jane Doe pendant ces 3 jours de captivité parce que c'est vraiment pas nécessaire, mais vous vous doutez bien que la pauvre femme a vécu un véritable enfer. Et même si Great affirme à ce moment-là de l'interrogatoire qu'il avait l'intention de la libérer à un moment ou à un autre, les enquêteurs en doutent fortement. D'autant plus que, même s'ils ont obtenu des aveux partiels de Sean Great concernant Jane Doe, ils sont loin d'en avoir terminé avec lui. Et oui, parce qu'ils soupçonnent fortement qu'il ait joué un rôle dans la disparition d'une autre femme, Elizabeth Griffiths. Cette jeune femme de 29 ans est décrite comme douce, extravertie et toujours prête à aider ses amis, mais elle a également des gros problèmes de santé mentale. Elle a d'ailleurs été diagnostiquée de schizophrénie paranoïde. D'après la psy qui la suivait, Elizabeth souffre d'hallucinations visuelles et auditives sévères qui l'affectent énormément. Elle aurait même été jusqu'à se verser de l'essence sur la tête avant d'y mettre le feu.
Et même si elle n'a pas heureusement gardé beaucoup de séquelles physiques graves, il est clair que la pauvre femme est dans un état de fragilité psychologique extrême. Elizabeth a disparu aux alentours du 16 août 2016, donc un mois avant l'arrestation de Great, et sa disparition a rapidement alerté sa psy et les autres personnes en charge de son suivi psychologique. Certes, Elizabeth peut être imprévisible, mais elle n'est pas du tout du genre à rater ses rendez-vous, au contraire. Et ce qui fait que les enquêteurs soupçonnent Great, c'est qu'Elizabeth vit dans la même résidence que Jane Doe, et qu'elle fréquente aussi le Croc Center. Évidemment, Great commence par nier le simple fait de la connaître, mais il va rapidement céder à la pression. C'est vrai, il a déjà croisé Elizabeth plusieurs fois devant l'appartement de Jane, mais il la connaît pas bien, il sait juste qu'elle a disparu, Jane lui a dit, mais ça s'arrête là. Sauf que les enquêteurs ont eu accès au relevé téléphonique d'Elizabeth, et ils savent maintenant que le dernier appel qu'elle a appelé le jour de sa disparition, c'est celui de Shaun Great. Oui, ça commence à être très suspect. Mais malgré les tentatives du capitaine Lay, Great ne cède pas, il continue de nier. À ce moment-là, les policiers sont toujours en attente du mandat de perquisition pour fouiller la maison, et même si leur intuition leur dit qu'ils vont trouver quelque chose qui relie Shaun à la disparition d'Elizabeth, il faut patienter. Cela dit, les enquêteurs n'abandonnent pas l'idée de le faire parler, mais pour ça, ils vont devoir changer de stratégie. Visiblement, Great n'apprécie pas le côté directif du capitaine Lay. Face à lui, il se braque et élude les questions. Les enquêteurs décident donc de le remplacer par le détective Kim Major, qui va choisir une approche plus douce, presque maternelle, pour s'adresser à Great. Et cette stratégie, elle fonctionne plutôt bien. Shaun est beaucoup plus réceptif et rapidement, une connexion spéciale semble se faire. Plus tard, les vidéos et audios de cet interrogatoire seront même comparés par la presse aux échanges entre Hannibal Lecter et Clarice Starling, les personnages principaux du Silence des agneaux. Avec Kim Major, Great accepte de parler d'Elizabeth, il la décrit comme une femme malade, complètement perdue, qui n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait mourir. Major insiste, elle lui demande de l'aider à retrouver Elizabeth, et c'est là que Shaun Great va dire une phrase complètement glaçante. « Je peux pas vous aider pour Elizabeth, mais peut-être que je peux vous aider à retrouver d'autres personnes. Il y a une autre fille à Mansfield. » Cette autre fille dont il parle, c'est Candice Cunningham, 29 ans. La jeune femme n'a jamais été portée disparue, elle avait pas vraiment de contact avec ses proches et elle souffrait de gros problèmes d'addiction à l'héroïne. Quand elle a rencontré Shaun, elle avait d'ailleurs récemment perdu la garde de ses 2 enfants suite à une décision de justice. Comme Elizabeth, c'était une personne très très fragile psychologiquement et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a attiré Shaun. Ils se sont rencontrés fin 2015 et ils ont aménagé ensemble dans une maison abandonnée peu de temps après. Même si les proches de Candice racontent qu'ils étaient fusionnels, ils ajoutent que leur relation était chaotique et imprévisible. Un jour c'était l'amour fou et puis la semaine d'après ils se parlaient plus. Great vient donc tout à coup d'avouer avoir tué Candice Cunningham, sauf qu'évidemment c'est pas suffisant pour le détective Major, elle a besoin de savoir comment et surtout où il s'est débarrassé du corps. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est que Shaun Great va tout lui dire. Lui qui était assez évasif jusqu'à maintenant, il se met à donner beaucoup de détails. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans ce genre de cas. Le suspect commence par refuser de parler, mais une fois qu'il a commencé, il ne s'arrête plus. Ça peut être soit pour se vanter, pour revivre le crime, pour se libérer d'un poids, il y a plein de raisons. Et même si on ne sait pas vraiment ce qui motive Shaun Great à tout avouer d'un coup, voici ce qu'il raconte. Mi-juin 2016, il s'est violemment disputé avec Candice. Il l'avait pourtant prévenue, si elle continuait à lui mentir, elle finirait dans les bois. Après ça, elle a continué à lui lancer des pics, à le provoquer, et il a fini par perdre le contrôle. Alors, oui, il l'a étranglée, mais c'était un accident, il voulait simplement la faire taire et lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle se calme. Elle a perdu connaissance, et quand elle s'est réveillée, elle a paniqué. Ce qui semble assez normal au vu de la situation. Pourtant, et là je précise que c'est la justification utilisée par Great, elle n'aurait pas cherché à fuir. Pendant 2 ou 3 jours, il a continué à l'étrangler à chaque fois qu'elle le contrariait, et elle est restée. Pourquoi ? D'après lui, parce que elle voulait mourir, évidemment. Alors, le 16 juin, il décide d'aller jusqu'au bout, il l'étrangle à nouveau, mais cette fois il ne s'arrête pas.
Alors que le petit corps de Candice, qui ne pesait que 50 kilos, tombe à ses pieds, il dit à voix haute « T'as enfin eu ce que tu voulais, espèce de pauvre conne ». Shaun passe ensuite la nuit avec le corps de Candice avant de l'envelopper dans une couverture pour s'en débarrasser dans la forêt, juste derrière la maison. Mais après quelques jours, il commence à s'inquiéter. Et si quelqu'un tombait dessus, et si on faisait le rapprochement avec lui? En plus, il doit y avoir son ADN partout sur cette couverture. Il décide donc de retourner à l'endroit où il a abandonné le corps, il récupère la couverture et il la dépose dans la maison avant d'y mettre le feu pour essayer de détruire les preuves. C'est assez étrange qu'il ait pensé à détruire les éventuelles traces de son ADN sur la couverture, sans penser au fait qu'il y avait probablement aussi plein de traces sur le corps. Mais bon, encore une fois de plus, on voit bien que les actes des tueurs sont rarement rationnels et cohérents. Ce qui est quand même assez dingue, c'est que sans ces aveux, il est tout à fait possible que le corps de Candice n'ait jamais été découvert. On sait que personne n'avait signalé sa disparition et la maison dans laquelle elle vivait avec Shaun était abandonnée dans un coin très reculé. En plus, le lieu où il a abandonné son corps était visiblement très difficile d'accès. La végétation était tellement dense que les enquêteurs, qui étaient pourtant guidés par Great, ont vraiment eu du mal à y accéder. Bon, Shaun Great a avoué un premier meurtre, celui de Candice Cunningham, et l'agent Kim Major sent qu'il est enfin disposé à parler. Elle va donc en profiter pour lui demander s'il y a d'autres victimes, d'autres femmes qui n'ont peut-être jamais été retrouvées. Et là, Great va lui poser une question à son tour. Combien de personnes avant que je sois condamnée à mort? Vous l'aurez compris, je pense, Great est clairement en train de suggérer qu'il y a d'autres victimes, mais il s'inquiète de savoir à partir de combien d'aveux de meurtre il risque la peine de mort. Alors Major le rassure en lui disant de pas penser à ça et Shaun se détend. Il avoue qu'il y a bien d'autres victimes et que leur corps se trouve dans la maison d'Ashland, celle où il a séquestré Jane Doe. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Ouais. C'est qui? C'est Elizabeth? Ouais, Elle est où exactement? dans le placard. Revenons ensemble au 16 août 2016 pour voir ce qui s'est passé. Dans la soirée, Elizabeth Griffiths appelle Shaun pour savoir ce qu'il fait. Il est tard, presque 22h. Ils ont passé toute la journée à jouer au Yahtzee chez elle, mais elle se sent seule. Great lui propose donc de passer chez lui. Ils mangent ensemble, mais Elizabeth commence à critiquer Jane, ce qui plaît pas du tout à Great. Et puis elle commence à parler de ses problèmes. Je vous l'ai dit, Elizabeth a été diagnostiquée schizophrène paranoïde, et même si elle est suivie et qu'elle prend un traitement assez lourd, c'est clairement pas facile à gérer. En plus, Elizabeth va confier à Shaun qu'on lui a retiré son chat parce que elle n'était pas en mesure de s'en occuper correctement et qu'elle en souffre énormément. Elle vit seule, ce chat c'était un peu son point de repère, son compagnon, et même si elle admet qu'elle pouvait pas prendre correctement soin de lui, c'est dur. Là-dessus, je pense qu'on peut tous comprendre, même si, évidemment, le bien-être de l'animal est primordial. C'est aussi tout à fait normal qu'Elizabeth souffre de la perte de son chat. Bref, d'après Great, elle est encore plus malheureuse que d'habitude et elle a déjà la fâcheuse tendance à jouer la carte de la victime, mais ça fait qu'empirer la situation. Elle arrête pas de dire qu'elle veut mourir, qu'elle est malheureuse, que sa vie est dure. Alors ce jour-là, Great décide de vérifier si elle est sérieuse. Il attend qu'elle soit de dos, puis il l'attrape et se met à l'étrangler. Après quelques minutes, il relâche son étreinte et Elizabeth se met à hurler. Shaun essaye de la calmer, il explique que c'était une blague, mais Elizabeth se débat et se met à l'attaquer. Alors Great panique et il décide de l'achever. Ici le détective Major. Je suis avec le détective Evans et Shaun Great. Nous sommes le 16 septembre 2016. Il est 17h04. Shaun va nous montrer sa méthode de strangulation, qu'il a utilisée dans les affaires dont nous sommes en train de parler. Avec Elizabeth, c'est un peu choquant. Genre, je plaisantais. On plaisantait sur le fait qu'elle voulait mourir, vous voyez? Du coup, j'ai fait « Oh, je vais t'aider » et j'ai fait comme ça. Donc, à l'arrière et en avant, en même temps. Ouais, et elle a arraché mes mains de son cou, elle a pété un câble. Du coup, j'ai été obligée de l'attraper comme ça. Et après, je me suis penchée en avant et j'ai serré. Ok, ça explique. Et donc, vous êtes tombés tous les deux?
Ouais, je l'ai plaquée au sol. Et même quand elle respirait plus, j'ai continué à serrer jusqu'à ce qu'elle se fasse dessus, en gros. J'ai pas lâché, j'ai continué. Bon, vous l'avez vu, Great admet avoir tué Elizabeth, mais il a une bonne excuse. Ah oui, on l'a vu, hein, il y en a toujours une. Elizabeth était malade, perdue, elle arrêtait pas de dire qu'elle voulait mourir. En plus, elle était incapable de travailler, c'était un poids pour la société. Et dans la tête de Great, il a rendu service à tout le monde en abrégeant ses souffrances. Après ça, Great a traîné le corps d'Elizabeth jusqu'à un placard, il a jeté une pile de vêtements dessus et il a fermé la porte. Sauf que c'est l'été, il fait chaud et les mouches commencent à arriver. L'odeur devient insoutenable, elle imprègne tout l'étage. Great recouvre alors l'embrasure de la porte avec du gros scotch, puis il glisse des vêtements sous l'interstice. Et il fait tout pour essayer de contenir l'odeur au maximum, mais les larves continuent de se multiplier, il y a des dizaines de mouches qui tournent maintenant dans la pièce. Et Great a une idée, et là je m'excuse d'avance parce que ce que je vais dire est particulièrement macabre. Il va enrouler plusieurs préservatifs autour d'un manche à balai qui va enfoncer dans la bouche de la pauvre Elizabeth. En gros, il pense que s'il arrive à faire sortir les mouches, le processus de décomposition sera ralenti et l'odeur plus supportable. Alors, je dis pas que c'est rationnel, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il va justifier son geste. Cela dit, il va aussi ajouter qu'il était quand même curieux et qu'il avait jamais vu un corps devenir raide aussi rapidement. Donc on voit bien que c'est quand même plus sa curiosité morbide et l'envie de jouer avec le corps de sa victime qui ont motivé cet acte absolument affreux. Bon, si on fait le point, le détective Major a déjà réussi à faire avouer 2 meurtres à Great, celui de Candice Cunningham et celui d'Elizabeth Griffiths, mais quelque chose lui dit qu'il n'a pas encore terminé. Souvenez-vous quand Major a demandé à Great s'il y avait d'autres femmes dans la maison d'Ashland, Great avait parlé de victimes au pluriel. Et juste après avoir avoué le meurtre d'Elizabeth, Great va mentionner une autre femme, Stacy Stanley. Voici ce que Great raconte au détective Major. Le 8 septembre 2016, donc une semaine seulement avant l'enlèvement de Jane Doe, Great est en train de marcher jusqu'à une station-service pour s'acheter des cigarettes quand il aperçoit une femme devant l'entrée. Il fait nuit, il pleut, et Sean lui propose de lui prêter son parapluie. Stacy est reconnaissante, elle lui explique qu'elle a crevé un petit peu plus loin et qu'elle attend un ami qui doit venir l'aider. Sean lui laisse son parapluie, il fait ce qu'il a à faire, mais quand il repasse un petit peu plus tard, il voit que Stacy est toujours en train d'attendre. Son ami finit par arriver avec les outils nécessaires, mais Sean explique qu'il s'y connaît bien en voiture et il leur propose de s'en charger. Stacy et son ami acceptent, Sean change le pneu et Stacy est très reconnaissante. Elle propose à Sean de lui payer un café à la station-service pour le remercier, et son ami décide de les laisser tous les deux. Après tout, le courant semble bien passer entre eux, et il a un peu l'impression d'être de trop. Ils discutent pendant un moment, ils plaisantent, et Stacy se confie même à lui. Elle a 43 ans, elle a un fils, mais une vie compliquée. Stacy a des gros problèmes d'addiction, mais elle fait tout pour s'en sortir. D'ailleurs, là, ça va faire 6 mois qu'elle n'a pas touché à l'héroïne. Ils terminent leur café et Sean lui propose de garder contact. Stacy accepte et elle suggère même qu'ils passent la soirée ensemble. Sean lui dit que il habite pas très loin et qu'ils peuvent aller chez lui un moment pour continuer à discuter. Stacy accepte, le début de la soirée se passe très bien, ils parlent de tout, Stacy est à l'aise, ils finissent même par s'embrasser, sauf que elle veut pas aller plus loin, ce qui va déplaire à Sean. On l'a vu, c'est pas du tout quelqu'un qui accepte d'être contrarié, il sait absolument pas gérer ce qu'il perçoit comme un rejet, et c'est là que ça va dégénérer. Sean accuse Stacy d'être comme toutes les autres femmes, elle est vénale, manipulatrice et elle se sert des hommes pour obtenir ce qu'elle veut. D'ailleurs, il est pas dupe, elle se fait payer pour du sexe et elle doit sûrement avoir plusieurs sugar daddy. Si c'est que ça, il peut la payer, Il propose de lui donner 40$, mais Stacy refuse. Elle comprend pas pourquoi il lui dit ça tout à coup. Elle lui répète que non, elle a pas de sugar daddies, mais Sean l'accuse de mentir. On s'embrasse, on commence à se chauffer, vous voyez. Tout allait bien, quoi. Et tout à coup, elle commence à faire la prude. Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller plus loin. Ouais, et c'est là que je lui ai parlé de ces sugar daddies, du genre « Et si je te filais 40$, tu accepterais de faire quelque chose ?» Vous voyez. Enfin bon,
Ça allait mal finir. Il a bien vu comment elle se comportait, comment elle a appelé un ami à la rescousse et comment elle a accepté son aide pour changer un pneu. Et là, elle serait tout à coup en train de jouer à l'innocente. La suite, je vais pas trop vous la détailler parce que je pense que vous vous figurez bien ce que Shaun a pu lui faire. On parle d'un viol avec beaucoup de brutalité. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Parce qu'après son agression, Stacy parvient à attraper son sac, en sort une bombe lacrymo et elle asperge Shaun au niveau du visage. Dans la tête de Great, c'est la goutte de trop. Il comptait la laisser partir, mais là c'est trop. Il peut pas tolérer ça. Alors il va l'étrangler exactement de la même manière que ses victimes précédentes. Après avoir tué Stacy à main nue, Great descend son corps jusqu'au sous-sol. Il la recouvre intégralement de sacs poubelles pleins de vieux cartons, d'ordures en tout genre pour dissimuler ce corps. Et puis il reprend le cours de sa vie presque comme si de rien n'était. Avant de continuer sur la partie interrogatoire, je peux enfin vous parler de la perquisition qui a eu lieu au domicile d'Ashland. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais ça prend parfois pas mal de temps pour obtenir un mandat de perquisition. Et dans ce cas précis, Great a avoué les meurtres avant même que les enquêteurs puissent fouiller la maison. Cela dit, même s'ils s'attendent donc à tomber sur une scène particulièrement violente, je pense sincèrement pas qu'ils étaient prêts à découvrir l'horreur de la situation. Quand les enquêteurs montent à l'étage, ils tombent effectivement sur le placard dans lequel Great a laissé le corps d'Elizabeth. La porte est entièrement scotchée et recouverte par des vêtements accrochés sur des cintres, exactement comme il l'a décrit. Par terre, il y a également des piles de vêtements et des dizaines de peluches. Je pense que vous vous en souvenez, mais je vous en ai parlé au début de la vidéo. Les enquêteurs avaient tout de suite remarqué ce détail et ils avaient d'ailleurs trouvé ça très étrange. Et en fait, elles ont été utilisées par Great pour essayer de calfeutrer la porte du placard dans lequel il y avait le corps en décomposition d'Elizabeth. Et du coup, je me pose la question. Est-ce que Great a utilisé ce qu'il avait sous la main ou alors est-ce qu'il a spécifiquement acheté des peluches pour les déposer à cet endroit? Parce que ça me semble quand même assez étrange que quelqu'un comme lui qui vivait de squat en squat et qui se déplaçait souvent se trimballe une collection de peluches. Cela dit, même si j'ai pas vraiment trouvé d'explication officielle à ce sujet, je suppose qu'il a utilisé ce qui avait été laissé par les anciens habitants de la maison. Mais c'est juste que, quand j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était une décision purement pragmatique ou alors un choix un peu inconscient de sa part. Parce que les peluches, ça a quand même une valeur symbolique. Et le fait qu'il ait pu volontairement décider d'en déposer devant le placard, c'est pas anodin. Même si je pense plutôt qu'il a utilisé ce qui avait été laissé sur place ou même des dons qu'il a pu récupérer au Kroc Center, je trouvais que c'était un point intéressant à souligner qui rajoute encore plus de glauque à cette découverte. Maintenant, on peut revenir à la fin de la perquisition. Au sous-sol, les enquêteurs découvrent le corps de Stacy Stanley déposé à même le sol et recouvert de plusieurs sacs poubelles. Toutes ces découvertes correspondent totalement aux déclarations de Great et l'autopsie va aussi confirmer que les deux victimes ont bel et bien été étranglées. J'espère que ça va, je sais que c'est dur à entendre et que les détails sont quand même vraiment très graphiques. Franchement, j'aimerais vous dire que ça y est, on a fait le tour des victimes de Shaun Great, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et Great va encore avouer 2 autres meurtres. Vous l'avez compris, le détective Major a réussi à nouer une sorte de relation avec Great, il a confiance en elle, il refuse de parler à qui que ce soit d'autre, donc elle va profiter pour lui demander s'il a d'autres choses à avouer. C'est là que Great va mentionner une autre victime, une certaine Dana, qu'il aurait tuée il y a plus de 10 ans, aux alentours de 2006. Il est pas trop sûr de la date, ni de l'identité de la victime. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'il l'a tuée parce qu'elle aurait arnaqué sa mère. Il précise, la jeune femme faisait du porte-à-porte pour vendre des abonnements à un magazine édité par son université, sauf que, d'après lui, elle profitait surtout de la naïveté de certaines personnes âgées pour les arnaquer, et les magazines en question n'existaient absolument pas. C'est de cette manière qu'elle aurait extorqué $40 à la mère de Shaun, qui s'en est d'ailleurs beaucoup plaint. Alors, Great a décidé de se venger. Il est parti à la recherche de la fameuse Dana, il a fini par la retrouver, à la faire monter dans sa voiture en prétextant qu'il voulait lui donner de l'argent pour ses magazines.
Et pour vous donner un petit peu de contexte, à ce moment-là, Great vit dans l'ancienne maison de ses grands-parents. Donc il prétexte à la jeune femme que il a pas de cash sur lui, mais que si elle l'accompagne jusqu'à son domicile, il pourra lui donner de l'argent. Dana accepte, mais quand ils arrivent sur place, Great change de visage. Il l'accuse soudain d'être une arnaqueuse et de voler de l'argent à des personnes vulnérables, ce qu'elle va nier. Mais Great en est convaincue, elle a fait le coup à sa mère et elle continuera si personne ne l'arrête. Alors, je l'ai étranglée. Elle a perdu connaissance et ensuite, je l'ai traînée jusqu'au sous-sol. J'ai paniqué, j'ai couru à l'étage, j'ai récupéré un couteau et je l'ai poignardé au niveau du cou. Great recouvre ensuite le corps de sa victime d'une couverture, puis remonte à l'étage. Great recouvre ensuite le corps de sa victime d'une couverture, puis remonte à l'étage pour préparer la petite fête qu'il a organisée le soir même. Oui, vous avez bien entendu. Quelques heures seulement après avoir assassiné Dana, Sean a reçu plusieurs de ses amis pour une petite soirée dans son jardin. Alors attention, il avait quand même pris soin de barricader la porte d'entrée avec un canapé pour éviter que quelqu'un rentre dans la maison et tombe sur le corps. Mais le meurtre qu'il venait de commettre ne l'a visiblement pas empêché de profiter de son petit barbecue estival. Voilà. Le lendemain, il dépose le corps de Dana dans le coffre de sa voiture avant de l'abandonner dans une forêt. Et ce n'est qu'un an plus tard, en 2007, que les restes de Dana seront finalement découverts par un promeneur dans une forêt du comté de Marion, en Ohio. Mais à ce moment-là, les autorités ne parviennent pas à identifier la victime et le meurtre de cette Jane Doe devient un cold case. Même si le détective Major prend évidemment les aveux de Great au sérieux, il faut aussi préciser que le meurtre dont il est question date de plus de 10 ans, personne ne connaît l'identité exacte de la victime, et elle demande donc à Great de lui révéler un détail que seul le tueur pourrait connaître. Et Great va lui dire que plusieurs mois après le meurtre, il est retourné à l'endroit où il avait abandonné le corps de Dana pour le brûler parce que il avait peur de se faire coincer à cause de l'ADN. Avec cet élément qui s'avère vrai, la culpabilité de Great ne fait plus aucun doute, mais il faudra attendre 2019 pour que Dana Lowry soit formellement identifiée grâce à l'ADN de membres de sa famille et aussi au logiciel de reconnaissance faciale. Dana Lowry avait effectivement été portée disparue en 2006 après qu'elle ait arrêté d'appeler ses 2 petites filles restées en Louisiane. On sait même pas qui a contacté les autorités à l'époque parce que ses 2 parents étaient déjà décédés et que le père de leur fille a simplement pensé que Dana était partie refaire sa vie ailleurs. Et ce qui est vraiment tragique, c'est que sans les aveux de Sean Great, Dana Lowry n'aurait probablement jamais été identifiée. Ces 2 petites filles auraient certainement passé toute leur vie à penser qu'elles avaient été abandonnées par leur mère. Bon, on arrive bientôt au bout de l'interrogatoire, je vous promets. Je sais que c'est long, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, mais c'est tellement rare d'avoir des aveux aussi détaillés que j'ai un peu du mal à pas tout vous dire. Bref, on est maintenant le 17 septembre 2016, c'est le 5e jour de garde à vue pour Sean Great. Alors j'ai vraiment pas beaucoup de compassion pour Great, mais quand même, je sais pas si c'est vraiment un exemple de faire des interrogatoires aussi intenses que ça. Je sais que ça n'a pas été le cas dans cette affaire, mais c'est typiquement comme ça qu'on en arrive à avoir de faux aveux dans certains dossiers. Bref, en tout cas ce jour-là, le détective Kim Major est accompagné par un autre enquêteur, le sergent Martin. En fait, lui, quand il a appris que Great avait commencé à avouer ses crimes et qu'il a lu les comptes rendus des interrogatoires, il a tout de suite fait le rapprochement avec une autre affaire. Et là encore, Great ne va pas se faire prier pour tout avouer. Quand Major commence à parler d'une mort suspecte qui a eu lieu à Mansfield en 2015, Great va tout de suite dire un nom, Rebecca Lacey. Rebecca Lacey, c'était une travailleuse du sexe de 31 ans qui était aussi en proie à de gros problèmes d'addiction. Elle avait perdu la garde de ses enfants. Bref, c'est vraiment le même profil que beaucoup des victimes de Great. L'enquête a seulement pu établir qu'elle est morte entre janvier et février 2015, mais son corps n'a été retrouvé qu'en mars de la même année. Officiellement, la cause du décès de Rebecca a été attribuée à une overdose, mais les enquêteurs qui s'étaient penchés sur le dossier à l'époque ont toujours eu des doutes à ce sujet. Et là, voici ce que Great va confier aux enquêteurs. Il connaissait plutôt bien Rebecca puisque il l'avait déjà payée pour ses services, mais leur relation est vite devenue plus personnelle et en fait, ils se voyaient régulièrement. On peut même dire qu'ils étaient amis avant que Rebecca n'essaye de lui voler de l'argent.
Ce jour-là, Sean a croisé Rebecca par hasard dans la rue et il l'a invitée chez lui. Je dis chez lui, mais bon, en vrai, il squattait le local abandonné d'une ancienne boutique, Electric Tempo. Bref, d'après Sean, Rebecca aurait profité du fait qu'il était aux toilettes pour lui voler son portefeuille. Il l'a confrontée, elle a tenté de prendre la fuite et Sean l'a rattrapée, puis étranglée, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Je l'ai maîtrisé. Papa, ou boum. Avec mon genou. Je l'ai assommé à nouveau. Il a ensuite fouillé ses poches pour récupérer son portefeuille et les $40 qu'il contenait. Rebecca a fini par reprendre connaissance, elle essaie à nouveau de s'enfuir, mais Sean n'a aucune intention de la laisser partir. Il roue Rebecca de coups avant de l'étrangler à nouveau, jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Comme à son habitude, Great ne semble pas savoir quoi faire du corps, il va le laisser plusieurs jours dans le sous-sol du magasin, le temps de réfléchir à la meilleure manière de procéder. Parce que le problème, c'est qu'en face de la boutique, il y a un cabinet d'avocats. Mais après, quand on sait que finalement il va décider de la mettre dans un sac de golf pour la traîner en pleine rue, en plein jour, on se demande s'il avait vraiment estimé que c'était une bonne stratégie. Toujours est-il que c'est exactement ce qu'il fait, donc il traîne le sac de golf avec le corps de sa victime jusqu'à sa voiture, enfin, la voiture qu'il a empruntée à une connaissance, sous les yeux de plusieurs passants, et après ça, il roule jusqu'à un lieu isolé où il abandonne le corps de Rebecca près d'un arbre. Sauf qu'au moment de repartir, il s'aperçoit qu'il était suivi par une voiture de police, et là il se dit que il va être arrêté. Malheureusement, on le sait, ça n'a pas été le cas, et son manque de discrétion ridicule n'a visiblement pas suffi. Rebecca Lacey a rapidement été portée disparue par ses proches, mais la police a mis plus d'1 mois à retrouver son corps. Pourtant, et là, je le signale parce que c'est pas toujours le cas, il y a vraiment plusieurs agents qui ont passé des semaines à écumer tous les endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Bon, mais je vous l'ai dit, une fois qu'on a retrouvé le corps, ce qui est vraiment choquant, c'est de savoir que le médecin légiste qui a examiné le corps de Rebecca n'a noté aucun traumatisme et il a conclu à une simple overdose. Alors, je sais pas si c'est parce que le corps était trop dégradé, mais si ce que Great a déclaré correspond à la réalité, je trouve que cette conclusion est vraiment très étrange. Après, je rappelle quand même que, vu le profil de la victime, c'est pas impossible que le légiste ait pris quelques raccourcis. On reviendra d'ailleurs là-dessus quand je vous parlerai des procès, parce que vous allez voir que c'est pas la seule zone d'ombre concernant le meurtre de Rebecca Lacey. Voilà, cette fois, ça y est, on est enfin arrivé au bout de l'interrogatoire de Sean Great. Vous le savez probablement, mais je précise que, comme d'habitude, tout ce qu'il a pu dire est évidemment à prendre avec des pincettes. Cela dit, dans cette affaire, la majorité des éléments importants sont vérifiables et vérifiés, et le reste nous donne juste une idée de sa manière de penser, de voir une situation donnée, ou encore de justifier ses actes qui, évidemment, sont injustifiables. En tout cas, après tous ces aveux, Sean Great est envoyé à la prison du comté d'Ashland, et sa caution est fixée à $1 million. Maintenant, je pense qu'il est temps de se pencher un peu plus sur l'enfance et la vie de Sean Great avant son arrestation, et vous allez voir que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Je vous cache pas que son parcours est plutôt chaotique, et même l'expert psy qui a été chargé de l'examiner, le docteur Fabian, a eu du mal à suivre le récit de l'enfance de Great. Donc je vais faire de mon mieux, mais sachez que certains aspects de sa vie sont clairement flous. Sean Michael Great est né le 8 août 1976 à Marion, dans l'Ohio. Il est le deuxième enfant de Terry Great et de Teresa McFarland, et il a un frère plus âgé, Jason, qui est né en 1974. Il a également une demi-sœur du côté de sa mère, qui est née en 1969. D'ailleurs, je vais devoir faire un petit encart pour vous parler de l'enfance de Teresa McFarland, parce que je trouve que c'est important pour comprendre tout le contexte dans lequel Sean a grandi. Donc, avant de rencontrer Terry, Teresa McFarland avait déjà été mariée une fois par le passé, et l'histoire de ce mariage est quand même très glauque. Quand Teresa rencontre Edward Charter, son premier mari, on est en pleine période de la guerre du Vietnam, et beaucoup de jeunes hommes cherchent à éviter d'être envoyés au front. Et un moyen d'y échapper, c'était de se marier et d'avoir un enfant. Alors, c'était pas garanti à 100%, mais ça augmentait fortement les chances d'être exempté. Teresa, de son côté, y a vu une opportunité pour fuir un foyer très malsain. Son père était alcoolique, violent, il enchaînait les conquêtes et sortait tous les soirs. Une situation que la mère de Teresa vivait très mal. Alors un soir, alors que Teresa n'était âgée que de 2 ans, sa mère finit par prendre un fusil à pompe et tirer sur son mari.
Par miracle, il va survivre, mais suite à ça, Teresa est envoyée chez ses grands-parents paternels. Et là-bas, elle sera pas mieux lotie du tout, au contraire, puisqu'elle va subir des abus sexuels répétés. Bref, l'enfance de Teresa McFarland est très difficile et on comprend mieux pourquoi elle a cherché à tout prix à fuir à cette situation. Le souci, c'est que quand ils se sont rencontrés, Edward avait 21 ans et Teresa, elle, n'en avait que 14. Alors, je précise quand même qu'à l'époque, cette union était totalement légale dans le Kentucky, là où ils se sont mariés. Il fallait seulement avoir l'autorisation des parents de la personne mineure. Heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était quelque chose d'assez standard finalement. Mais revenons-en à notre histoire. En 1969, peu de temps après leur union, Teresa accouche d'une petite fille, Barbara. Et leur vie de famille est, disons-le, un cauchemar. Edward est alcoolique, violent, et il bat régulièrement Teresa. Même si Teresa craint pour sa propre vie et celle de Barbara, elle doit attendre d'avoir 18 ans pour avoir le droit de divorcer. Oui, c'est aberrant. Se marier à 14 ans, pas de souci, mais divorcer avant 18 ans, hors de question. Enfin bref, en 1972, Teresa peut enfin demander le divorce et elle part s'installer à Marion, dans l'Ohio, avec sa fille. Elle trouve un travail de go-go danseuse dans un bar et c'est là qu'elle rencontre Terry Great, le père de Sean. Ils se marient en 1974 et la petite famille recomposée s'installe dans une maison à la campagne dans un quartier résidentiel très prisé par la classe moyenne de Marion. En apparence, c'est la famille parfaite. Sauf que Terry Great, c'est clairement pas le mari idéal. Il aurait même amené une de ses maîtresses à l'hôpital alors que sa femme était en train d'accoucher. Du coup, sans surprise, il y a énormément de tensions dans le couple. Et le petit Sean, qui grandit dans cette ambiance, il développe des gros troubles du comportement. Sa sœur Barbara raconte. Un jour, quand il avait environ 2 ans, Sean a demandé un sandwich à ma mère. Elle lui a dit d'attendre, elle devait juste payer les artisans qui venaient de poser la nouvelle moquette. Mais Sean avait faim et voulait un sandwich tout de suite. Alors il est allé dans la cuisine, il a ouvert le frigo pour prendre le pot de moutarde et il l'a renversé en plein milieu du salon sur la moquette que ma mère venait de faire poser. Bon, il faut aussi dire que Teresa a du mal à s'occuper de ses enfants. D'après Barbara, c'est une mère absente et les enfants ont tous souffert d'un gros manque d'attention. En 1982, les parents de Sean divorcent et Teresa se retrouve seule à élever ses 3 enfants. Elle commence à travailler dans un bar et est donc pas souvent à la maison. Ma mère était serveuse dans un bar. Elle ramenait tout le temps des mecs à la maison. J'avais 4 ans, je leur mettais des coups de pied. Pour Sean, au niveau de sa scolarité, c'est très compliqué. Il apprend pas aussi vite que ses camarades de classe et il redouble son CP. Sa mère l'emmène consulter des spécialistes qui diagnostiquent rapidement un trouble d'apprentissage et plus précisément une dyslexie. Et c'est à ce moment-là que la scolarité de Sean va vraiment prendre un tournant. Vous le savez probablement, mais aux États-Unis, le ramassage scolaire des enfants se fait dans l'emblématique bus jaune qu'on voit souvent dans les films et les séries. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les élèves qui ont des besoins particuliers, qu'ils soient physiques, intellectuels ou émotionnels, sont transportés à part dans un plus petit bus. Ce qui fait qu'après son diagnostic, Sean va être emmené à l'école dans ce bus, et plus dans le même bus que les autres élèves. Et ça, Sean le vit très mal, il a honte que ses camarades de classe sachent qu'il a un retard mental, comme il le qualifie lui-même. En parallèle, sa relation avec sa mère devient de plus en plus tendue. Teresa travaille jusqu'à tard le soir, et quand c'est pas le cas, elle sort faire la fête avec ses amis et laisse parfois ses enfants seuls pendant plusieurs jours d'affilée. Teresa ramène aussi souvent ses petits amis à la maison, ce que Sean et son frère Jason vivent extrêmement mal. Ils se disputent constamment et Teresa finit même par mettre Jason à la porte. Comme sa fille aînée Barbara a déménagé dès qu'elle a eu 18 ans, Sean se retrouve donc seul avec sa mère, mais pas pour longtemps puisque quelques mois plus tard, elle l'abandonne pour partir vivre avec un homme dans le Kentucky. Sean, qui n'a que 11 ans, retourne donc vivre chez son père. C'est à cette période-là qu'il se découvre une passion pour le sport et plus particulièrement pour le baseball. C'est d'ailleurs un excellent joueur, mais à 14 ans, il se fracture le bras et à cette occasion, les médecins découvrent une tumeur au niveau de son épaule. Sean doit être opéré en urgence et ses rêves de devenir joueur pro sont anéantis.
Cet accident va avoir un gros impact sur sa santé mentale et d'après sa petite amie au lycée, il passait parfois des jours entiers sur le canapé à regarder dans le vide comme s'il était dans un état de dépersonnalisation totale. Par la suite, le reste de la scolarité ne se passe pas franchement bien. Sa situation familiale dysfonctionnelle a un gros impact sur sa santé mentale, il vit des épisodes dépressifs intenses et il a du mal à se concentrer sur ses cours. On sait aussi grâce à sa sœur qu'il nourrissait une haine profonde envers sa mère et qu'il aurait même envisagé de la tuer à plusieurs reprises. Elle est quasi attardée mentale, je pense. C'est triste à dire, mais elle est dans le déni. J'ai déjà eu envie de tuer ma mère. Je vous fais juste une petite précision. Pendant les prochaines minutes, je vais parler d'un certain nombre de femmes sans les nommer. Ce sont des femmes qui sont sorties avec Shaun Great de son adolescence jusqu'à sa vie d'adulte et pour lesquelles leurs identités ont été protégées. Du coup, j'espère que vous parviendrez quand même à suivre le fil. Alors, c'est véritablement à partir de ses 18 ans que débute sa carrière criminelle. Le 26 novembre 1994, il est arrêté au lycée après avoir tenté d'étrangler sa petite amie. Cette dernière ne porte pas plainte, il n'y a donc aucune conséquence juridique pour Shaun. Mais en janvier 1997, il cambriole une maison avec un complice et cette fois il est condamné à 4 ans de prison. 4 ans de prison qu'il ne fera pas vraiment puisqu'il est libéré en octobre 1997 après seulement 10 mois derrière les barreaux. Et ce séjour en prison ne va vraiment pas le calmer puisqu'en 99, Great entre par effraction chez sa petite amie, enceinte de lui et âgée de 17 ans, pour l'étrangler et la menacer de mort. Malheureusement, il y aura encore une fois presque aucune conséquence pour Shaun, qui va passer à peu près 1 mois en prison. Et même si la famille de sa victime tente d'obtenir une ordonnance restrictive, la jeune femme s'y oppose. D'ailleurs, c'est pas si surprenant que ça se passe comme ça, puisque ce qui ressort des relations de Shaun Great au fil des années suit le même schéma. C'est un homme charmeur qui sait séduire, mais qui change aussi de visage très rapidement. Peu de temps après le début d'une relation, il devient violent à la fois psychologiquement et physiquement, mais toutes ses victimes ont trop peur de lui pour oser le dénoncer et porter plainte. Alors, quand Shaun sort de prison, sa copine a accouché, mais ça le décourage pas. Il lui en veut pour on ne sait quelle raison, et il est déterminé à se venger. Sauf qu'au lieu d'aller la confronter calmement, il choisit d'attendre, caché sous un canapé et armé d'un couteau de boucher. Quand elle finit par rentrer, elle est accompagnée par sa sœur. Shaun sort de sa cachette, il leur dit de ne pas faire de bruit et que c'est lui qui est en charge de la situation. Il ajoute même « J'espère que personne ne viendra frapper à la porte, parce que si c'est le cas, il y aura personne pour répondre. » Dans la lutte qui suit, Shaun blesse sa copine avec le couteau, ce qui fait que cette fois, le juge n'est pas aussi clément. Shaun est condamné à servir le reste de sa peine initiale de 4 ans, celle qu'il avait reçue pour le cambriolage en 97. Est-ce que c'est suffisant? Clairement pas. Et peu de temps après sa libération, en janvier 2003, sa copine le dénonce à nouveau pour agression, et Great retourne en prison jusqu'en mai de la même année. Ensuite, pendant les années qui vont suivre, Great va avoir quelques problèmes avec la justice, notamment à cause de problèmes liés à la drogue et à l'alcool, mais rien de très sérieux, enfin, officiellement. On sait aujourd'hui qu'il a fait sa première victime connue en 2006, mais ce meurtre est malheureusement resté irrésolu jusqu'à son arrestation en 2016, après l'enlèvement de Jane Doe. En juillet 2010, sa nouvelle compagne se présente aux urgences avec des bleus au visage et une main cassée. Elle parvient à dire discrètement que Shaun est responsable de ses blessures, mais lui va réussir à s'échapper avant que la police ne puisse l'arrêter. Sauf que 4 jours après son agression, la copine de Shaun appelle le 911 en disant qu'elle est persuadée que son compagnon violent est caché chez elle, plus précisément dans son canapé. Et quand ils arrivent sur place, les policiers constatent que c'est effectivement le cas. Je vous jure que c'est pas une blague. Apparemment, quand elle est rentrée chez elle ce jour-là, elle a remarqué que la lunette des toilettes était levée et elle a tout de suite soupçonné que Shaun se cachait chez elle et elle a dû remarquer quelque chose d'étrange avec le canapé ou peut-être l'entendre. C'est vraiment ultra flippant et surtout, ça illustre bien le degré de violence dont il est capable. Bref, retour à la case prison pour Shaun, qui va y rester 6 mois, cette fois. Après sa sortie, il va se marier et faire un autre enfant, mais ce mariage ne va pas durer évidemment.
En 2012, sa compagne remplit les papiers du divorce et demande une ordonnance de restriction après que Sean lui ait dit « Si je ne peux pas voir ma fille, personne ne pourra plus jamais la voir. » Oui, rien que ça. Et Great finit par fuir la région, mais pas parce qu'il a peur des conséquences de cette menace, hein. Non, simplement pour éviter de payer les pensions alimentaires de ses 3 enfants. Après ça, Great va s'installer à Mansfield et vivre dans des maisons abandonnées, il ne travaille pas, et d'après certains habitants, il refuse d'être aidé. Pourtant, plusieurs personnes ont essayé, ils lui ont même proposé des petits jobs, mais Great n'a jamais accepté leur aide. Et donc, le temps qui va suivre, vous l'avez compris, sera désormais ponctué par les crimes dont on a parlé précédemment. On arrive maintenant à la partie procès, et je vais essayer d'être la plus synthétique possible, parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Après, si vous en voulez plus à ce sujet, sachez que certaines parties de son procès ont été filmées et que les vidéos sont disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les regarder, comme d'habitude, les liens se trouvent en barre d'infos. Comme c'est souvent le cas, Sean Great a été jugé séparément pour plusieurs de ses crimes, et la justice a décidé de commencer par les crimes qui ont eu lieu dans le comté d'Ashland. Le premier procès pour l'enlèvement et la séquestration de Jane Doe, ainsi que pour les meurtres d'Elizabeth Griffiths et Stacey Stanley, commence le 23 avril 2018 devant la cour du comté d'Ashland. Sean Great, qui avait pourtant affirmé qu'il méritait de finir sa vie en prison, et même carrément la peine de mort, surprend tout le monde en plaidant non coupable. Oui, c'est assez gros au vu de toutes les preuves contre lui. Je l'ai pas encore mentionné, mais Sean Great a utilisé son téléphone pour se filmer en train d'agresser Jane Doe et Stacey Stanley. Ces vidéos, elles ont pu être récupérées et elles constituent donc une preuve solide de sa culpabilité dans les agressions. Et je prends cet exemple, mais c'est une preuve parmi tant d'autres, parce que si on fait le point, il y a clairement pas que ça. Déjà, je vous rappelle que Great a tout avoué en détail lors de son interrogatoire, et que les preuves médico-légales sont aussi plus que nombreuses. Et puis le coup de grâce pour Great, ça va être finalement le témoignage de Jane Doe. Même si on sait qu'elle a choisi de protéger son identité publique, la jeune femme a eu le courage de faire face à son agresseur au tribunal, et le récit du calvaire qu'elle a enduré a clairement été déterminant pour la suite. Les proches de Stacey Stanley sont également présents en nombre dans la salle d'audience, et c'est en portant un t-shirt violet avec le nom de la victime qu'ils vont s'adresser à Great. Ça fait longtemps que j'attends de te voir, mec. J'ai vu tout ce que t'as fait. Tu as pris ma mère, la grand-mère de ma fille, tout ça. Tu ne me fais pas peur. Tu ne fais peur à personne ici. Tu vis avec la punition, mais tu ne vis pas avec la douleur. Je ne sais même pas quoi te dire. J'arrive à peine à te regarder, déclare le fils de Stacey Stanley. Suite à tous ces témoignages, Great va finalement faire machine arrière et décide de plaider coupable, peut-être sous les conseils de son avocat ou peut-être parce qu'il a réalisé que les preuves contre lui étaient indéniables. Lui aussi va d'ailleurs s'exprimer devant la cour pour s'adresser à ses victimes et à leurs proches. Aujourd'hui est un jour important, surtout pour vous tous et pour moi. J'espère que nous pourrons tourner la page. Je ne peux pas dire que je suis normale, mais je sais faire la différence entre le bien et le mal. Je vous demande de me pardonner, que justice soit rendue aujourd'hui. Le 1er juin 2018, Sean Great est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation contre lui. Il est condamné à 90 ans de prison pour les crimes commis sur Jane Doe et à la peine de mort pour les meurtres de Stacey Stanley et d'Elizabeth Griffiths. L'année suivante, en mars 2019, Sean Great comparaît cette fois devant la cour de Mansfield pour les meurtres de Candice Cunningham et de Rebecca Lacey. Et je vous l'avais dit, ce procès va révéler pas mal de surprises. Dans une lettre adressée à la cour, Bob Lacey, le père de Rebecca, va affirmer qu'il ne croit pas à la culpabilité de Great. Lui est persuadé que sa fille a été assassinée par un dealer à qui elle devait de l'argent et pas par son ami Sean Great. Je vais être honnête, cette révélation ne produit pas l'onde de choc attendue par Bob Lacey, tout simplement parce que les preuves ne vont pas du tout dans son sens. L'ADN de Sean Great et de Rebecca Lacey a été retrouvé sur le sac de golf qui a servi à transporter le corps, et le nouveau rapport d'autopsie demandé par la cour affirme que la victime a bel et bien été tuée par strangulation et que les résultats de la première autopsie, qui disait que c'était une overdose, étaient erronés. Donc sans surprise, Sean Great est à nouveau reconnu coupable et condamné à 2 peines de prison à vie pour les meurtres de Candice Cunningham et de Rebecca Lacey.
On arrive maintenant au troisième et dernier procès de Shaun Great, celui pour le meurtre de Dana Lowry. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, le processus d'identification a été très long. Il a donc fallu attendre le mois de juin 2019 pour que Dana Lowry soit formellement identifiée. Suite à ça, le 11 septembre 2019, Shaun Great plaide coupable devant la cour du comté de Marion et il est condamné à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 16 ans pour le meurtre de Dana Lowry. Alors, même si Great a effectivement été condamné à mort, vous savez aussi que ce genre de procédure prend énormément de temps. Ses avocats font recours sur recours et même s'ils ont systématiquement été rejetés, la date de son exécution ne fait qu'être repoussée. D'ailleurs, la dernière en date était fixée au 25 mars 2025, donc il y a vraiment pas longtemps, mais elle a encore une fois été suspendue. Cela dit, je vous rassure, Shaun Great n'a absolument aucune chance de sortir de prison. Ce que ses avocats tentent de négocier, c'est pas sa libération, mais plutôt sa condamnation à mort. Bref, à l'heure actuelle, Shaun Great est toujours dans le couloir de la mort du centre correctionnel de Chillicothe et il est clairement pas prêt de sortir. Il est temps maintenant d'aborder le portrait psychologique de Shaun Great en s'appuyant principalement sur les éléments issus du procès, mais aussi tout ce qu'on sait de son parcours. On va d'abord s'arrêter sur les conclusions des experts psychiatres et psychologues mandatés lors du procès de Shaun Great. C'est un point vraiment important parce que dans une affaire comme ça, on peut vraiment se poser la question de la responsabilité pénale de l'accusé. Et justement, tous les experts auditionnés sont arrivés à la même conclusion. Shaun Great n'était pas fou au sens légal du terme, il n'y a pas chez lui de troubles psychiatriques majeurs qui l'auraient rendu incapable de discerner le bien du mal au moment des faits, pas de psychose, pas de schizophrénie, donc pas d'irresponsabilité pénale à retenir. C'est ce que diront notamment le docteur O'Reilly pour l'accusation, mais aussi le docteur Fabian, qui lui était sollicité par la défense. Le docteur O'Reilly est très clair à ce propos, selon lui, le comportement de Great relève de motivation criminelle classique et non de délire ou d'une maladie mentale grave. Il explique que Great avait pleinement conscience que ce qu'il faisait était illégal et immoral et surtout qu'il a fait ses choix librement. De leur côté, les avocats de la défense ont d'abord essayé de dire que les experts n'avaient pas eu assez de temps pour évaluer pleinement l'état mental de Great. Mais la Cour suprême de l'Ohio a écarté cet argument et rappelé que deux experts distincts ont en fait estimé que Great n'était pas atteint de folie, dont le docteur Fabian, justement. Et du coup, les avocats ont finalement retiré la demande de non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. Parce qu'en vrai, il y a un élément qui fait clairement pencher la balance en défaveur d'une pathologie psychiatrique majeure, la préméditation. On parle quand même d'un homme qui a agressé, séquestré et tué plusieurs femmes sur plus d'une décennie tout en prenant soin de ne jamais se faire prendre. Il faut énormément de planification et de maîtrise pour tuer des victimes pendant 10 ans sans être découvert, résume le docteur Sarah West, une psychiatre indépendante interrogée sur l'affaire. On est donc face à quelqu'un qui sait cacher ses crimes, qui adapte son discours à ses interlocuteurs et qui varie ses méthodes en fonction du contexte. Et ça, pour tous les experts psy, c'est pas ce qui caractérise un esprit délirant. Au contraire, c'est plutôt la signature d'un esprit manipulateur, stratège, d'un prédateur. Mais on va se pencher un peu plus sur l'avis du docteur Fabian, puisque c'est l'une des seules personnes qui a été appelée à témoigner par la défense de Shaun Great. Une petite visite sur son site internet m'a appris que le docteur John Fabian est un psychologue clinicien et neuropsychologue de formation. Il s'est spécialisé dans les évaluations psychologiques et neuropsychologiques médico-légales, notamment en droit civique mais aussi en droit pénal. C'est donc, a priori, quelqu'un de tout à fait pertinent pour nous dresser le tableau clinique de Shaun Great. Pour commencer, je trouve qu'il est intéressant de souligner que, même s'il ne parle pas de folie au sens pénal du terme, le Dr Fabian n'excuse pas Great non plus. Son expertise est d'ailleurs plus fine et nuancée, il s'intéresse à ce qui, dans l'histoire personnelle et neurologique de Great, a pu favoriser l'émergence d'une personnalité violente et déviante. Je trouve personnellement que son témoignage au tribunal nous éclaire sur pas mal de pans de l'esprit de Shaun Great. Par exemple, le Dr Fabian commence par pointer un élément fondamental selon lui, le développement neurologique de Great qui est anormal depuis l'enfance. Comme il l'explique, son cerveau ne fonctionne pas comme celui de la majorité de la population. Dès le plus jeune âge, il présentait déjà des signes de troubles neurodéveloppementaux.
On parle ici de dysfonctionnement cognitif qui touche la mémoire, le langage ou encore les fonctions exécutives, c'est-à-dire la prise de décision, l'organisation ou encore le contrôle des impulsions. Ces troubles sont notamment compatibles avec l'hypothèse d'un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui lui a d'ailleurs été officiellement diagnostiqué. Et puis, en parallèle, on note aussi que Shaun Grate a eu, dès l'enfance, des difficultés de l'apprentissage et un QI évalué à 83, ce qui le place un peu en dessous d'un écart type de la moyenne et qui a entraîné pas mal de difficultés scolaires. Enfin, et ça je vous l'avais peut-être pas dit dans l'anamnèse, plusieurs éléments laissent penser que des traumatismes crâniens avec perte de connaissance survenus pendant l'enfance ont pu aggraver ces difficultés. C'est d'ailleurs un point qui vous est probablement familier si vous écoutez beaucoup de true crime. Les chocs à la tête durant l'enfance reviennent comme quelque chose qu'on retrouve significativement plus souvent dans l'enfance des tueurs en série que dans la population lambda. Mais au-delà du biologique, il y a aussi l'environnement. Et chez Grate, il est toujours, selon le docteur Fabian, chaotique, négligent et potentiellement traumatisant. Le psychiatre place le rapport à la mère au centre de cette thématique. Grate l'aperçoit avec un mélange de mépris, de rancune et de haine. Il évoque une femme exigeante, distante, souvent absente et peu protectrice. Elle s'inquiétait tellement que je devienne un pervers. Vous voyez? Oui. C'est des choses qu'on devrait vraiment pas dire à un enfant. Mais elle me disait tellement à quel point sa famille est tordue. Et elle avait peur que je le devienne aussi. Ou alcoolique. Que ce soit dans mes gènes. Ouais, j'aime ma mère, mais c'est une relation d'amour-haine. Enfin, c'est pas de la haine, mais beaucoup de pardon. On s'est beaucoup pardonné l'un l'autre. Voilà ce qu'on a traversé. Elle m'a trahi, je l'ai trahi. Vous voyez? Ouais. Ok. De différentes façons. Basse, mesquine. C'était comme la haine dans un couple, mais c'était entre une mère et son fils. C'est pareil. On était trop fiers l'un comme l'autre. Je lui ai dit, tu ne m'as pas élevé comme ça. Et je ne rejette pas la faute sur elle, mais il y a des choses. De la haine, de la colère. Et quand les gens vont se pencher là-dessus, ils vont croire que c'est lié, alors que non. Le psychiatre parle ici de troubles de l'attachement, c'est-à-dire une incapacité à construire des liens émotionnels stables et sécurisants dès l'enfance. Chez un adulte, les séquelles laissées par ce trouble peuvent se traduire par des relations marquées par de vraies difficultés à créer une relation intime avec les autres. Ce qui prime, c'est la méfiance, la manipulation, voire même la violence. Or, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la vie de Grate. Ça a peut-être commencé avec ma mère. Quand j'étais gamin, je rentrais de l'école, elle n'était pas là. Mais je ne la blâme pas. Avant, oui, mais plus maintenant. Et puis, à tout ça s'ajoutent des troubles psychiatriques probables qui ne sont certes pas majeurs, mais qui peuvent clairement venir s'ajouter ou aggraver des comportements à risque. Par exemple, le docteur Fabian dit avoir relevé des éléments en faveur d'une dépression chronique, probablement installée chez Grate depuis l'enfance. Il soupçonne aussi un possible trouble bipolaire, même si sur ce point, il explique que c'est un peu plus difficile à affirmer puisque les phases d'hypomanie qu'il a détectées peuvent aussi être dues au TDAH de Grate. Ensuite, il dit qu'il a aussi noté des éléments en faveur d'un trouble de la personnalité antisociale. Je pense que c'est une surprise pour personne, vous le savez maintenant. Les principaux traits de ce trouble se retrouvent souvent dans les profils psy qu'on voit sur la chaîne. Détachement émotionnel, mépris des droits des autres, recherche d'adrénaline, incapacité à se conformer aux normes. Mais c'est pas tout. On a aussi plein d'éléments d'un autre trouble, celui de la personnalité narcissique, bien sûr. Vous le connaissez par cœur à force et le cas de Shaun Grate ne fait pas exception à la règle. On a bien sûr un grand sentiment de supériorité, une absence d'empathie et une tendance à rationaliser ses actes. D'ailleurs, dans son interrogatoire, Shaun Grate lui-même finit par reconnaître qu'il a tendance à déformer la réalité. C'est subtil mais très révélateur, il vit pas dans un délire constant, mais il adapte les faits à sa sauce
pour s'auto-justifier et créer des raisons valables à ses actes odieux. Il va distordre le réel jusqu'à en faire un récit dans lequel il est à la fois victime, sauveur et même juge. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse plus en détail à la sphère intime de Shaun Great. On voit bien que dans son histoire, la violence s'est très vite liée à cette sphère-là. On peut même dire que une confusion s'est créée entre la sexualité et la domination, voire carrément la destruction. Chez Shaun Great, et on le voit presque dans toutes ses relations amoureuses, l'attirance mène à la haine, et l'amour, si on peut vraiment parler d'amour, je dis plus ça dans le sens de... c'est comme ça qu'il s'imagine l'amour. Bref, cet amour ne s'exprime qu'à travers des rapports de domination et de contrôle de l'autre. Et si Shaun Great a 40 ans lorsqu'il est arrêté, ce rapport malsain aux femmes ne date pourtant pas de la veille. Tous les témoignages, en plus de son historique judiciaire, montrent qu'il a presque toujours été violent avec ses compagnes. Celles et ceux qui l'ont connu à l'adolescence se rappellent de lui comme quelqu'un de jaloux, possessif et agressif. À 18 ans, il s'est fait arrêter pour avoir saisi sa petite amie à la gorge. À 23 ans, rappelez-vous, il est entré par effraction chez son ex enceinte, l'a étranglée, l'a menacée de mort. Puis il a récidivé 8 mois plus tard en attaquant cette même femme et sa sœur, cette fois avec un couteau. Bref, toutes les relations de Great avec des femmes sont dysfonctionnelles, marquées par une dynamique d'abus. On y retrouve presque systématiquement les mêmes ingrédients toxiques de l'emprise, domination psychologique, dépendance financière ou affective de la victime, puis dénigrement, isolement, violence physique et psychique. Quand elle était là, à quel moment vous avez décidé de la tuer? C'était pas prévu, mais... le truc, c'est que... elle m'a rappelé toutes ces femmes qui m'ont brisé le cœur. Et j'ai craqué. Ok. Des flashbacks comme avec ma mère. J'aime pas blâmer les gens, mais... Je sais. il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un. Je veux bien accepter ma part, mais... Je sais bien. Elles sont toutes pareilles. Les femmes ne comprennent pas que plus elles sont honnêtes avec moi, mieux ça se passe. Sois juste honnête. Or, comme l'a bien décrit le docteur Fabian, Great souffre d'un trouble de l'attachement, donc il est incapable de créer un lien affectif sain et stable. Il va tout le temps être motivé par le besoin de proximité, plaire, séduire, s'attacher, voir l'autre s'attacher, sauf qu'il ne supporte pas que l'autre soit libre de partir ou le rejette, et c'est là qu'il devient violent. Il faut bien comprendre que pour Shaun Great, il n'est pas question d'égalité ou de réciprocité dans ses relations intimes. Il voit d'ailleurs pas les femmes comme des partenaires, ce sont des objets qu'il faut contrôler, neutraliser avant qu'ils ne soient blessés. Elles deviennent le miroir de tout ce qu'il est, sa mère, les ratés de la société, on y reviendra plus tard. Bref, tout ce qui pourrait échapper à son contrôle pour le faire souffrir, donc il passe à l'attaque en premier. Ce procédé qui consiste à transposer sur autrui ses propres travers ou ses propres problématiques, c'est ce qu'on appelle la projection. Et ça, dans l'esprit de Great, c'est inconscient, mais bien pratique, puisque ça permet de justifier chacun de ses crimes en inversant les rôles. C'est vraiment frappant lors de son interrogatoire, puisque pour chaque victime, il donne rapidement une sorte de bonne raison derrière ses actes. Pour Jane Doe, il voulait la libérer de ses pensées sexuelles, donc d'une certaine manière, de l'exorciser et la purifier de ses désirs impurs. Elizabeth, elle voulait mourir, mais elle n'était pas capable de se donner la mort, alors il l'a soulagée de ses souffrances. Vous savez, elle avait déjà mentionné avant qu'elle voulait mourir. Candice, elle, a été agressive. Elle l'a provoqué jusqu'à ce qu'il perde le contrôle, qu'il l'étrangle pour la faire taire. Et puis au fond, elle voulait aussi mourir. Stacy, elle l'a allumé et elle a eu l'audace de se défendre après qu'il l'agresse sexuellement. Pourtant, elle l'avait bien cherché. Elle a essayé de jouer les saintes nitouches avec moi, c'est là que j'ai vrillé. Je veux dire, elle vient chez moi à 23h. Elle me connaît pas. C'est presque un cadeau de Dieu à ce niveau-là. Ou du diable, je sais pas. Et puis Rebecca et Dana, c'est un peu pareil. Tout a commencé parce qu'elles lui ont volé de l'argent, $40 quand même.
Bref, c'est jamais vraiment de sa faute. Quand on écoute Sean Great parler de ses meurtres, c'est jamais lui le problème. Il est carrément la vraie victime dans tout ça. S'il a frappé, c'est parce qu'on l'y a poussé, évidemment. D'ailleurs, s'il tue, en fait, c'est pour le bien de sa victime. Quant à Jane, il a même été son héros. Il a fait exprès de pas trop serrer ses liens et il lui a dit de s'enfuir quand il serait endormi. Elle a eu du courage, pas vrai? C'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit, t'as intérêt à trouver un moyen de t'enfuir, sinon je vais te tuer. Vous le pensiez? Non, j'essayais juste de la motiver à partir de... Je sais pas ce que je faisais. Bref, ces victimes pourraient toutes soit s'excuser, soit carrément le remercier. C'est vraiment typique du discours des narcissiques. Maintenant, si on regarde même au-delà de ces crimes, on voit que la haine de Sean Great, elle s'étend à une grande partie de la population, elle touche les femmes en général, mais aussi toutes les personnes qui sont pas assez utiles à ses yeux, c'est-à-dire les pauvres, les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap ou qui touchent des aides sociales. J'ai pas tué ces femmes. Je me suis peut-être débarrassée de leur corps, mais leurs esprits étaient déjà morts. Dès que vous commencez à prendre les chèques que vous donne le gouvernement, c'est le gouvernement qui les a tués. Le gouvernement a aspiré leurs âmes. Mort cérébrale. Donc, vous pensez... Je vais vous paraphraser, donc interrompez-moi si je me trompe, d'accord? Vous pensez qu'elles étaient des poids pour la société? Les handicapés, ils sont inutiles à la société. Ok. Tout le monde devrait payer des impôts. Les prostituées et tout ça. Je suis clairement un opportuniste. C'est vrai, je suis plutôt dangereux, je dois le reconnaître. Ça va pas, j'ai toujours été comme ça. Toutes ces personnes, il les perçoit comme des déchets de la société qu'il faudrait remiser en marge, voire même éliminer. Ce qui est quand même très très ironique quand on regarde son propre profil, on est bien d'accord. Mais j'imagine que ça vient aussi du fait qu'il a toujours refusé d'être assimilé aux personnes dans le besoin, comme lorsqu'on l'a mis dans le bus des enfants spéciaux durant l'enfance. Au final, on voit bien que sa haine et son narcissisme sont fondamentaux dans ses motivations. Ce que Great ne peut pas contrôler, il le détruit. Ce qu'il désire, il le domine. Ce qui le rejette, il l'extermine. Et donc, qui retrouve-t-on parmi ces victimes? Des femmes isolées, marginales, souvent pauvres, travailleuses du sexe, addictes, sans abri ou presque. Et c'est pas anodin évidemment. Ça répond d'abord à l'idéologie de Great qui donne une justification morale à ses actes. Il n'est pas un monstre, il fait simplement du nettoyage social. C'est bien pratique de se mettre ça en tête pour alléger sa conscience. Et puis en plus, ça a de sacrés avantages. Parce que s'en prendre à ce type de victime, c'est aussi beaucoup moins risqué. On le sait très bien, on l'a vu dans tellement d'affaires déjà, les enquêtes ne sont pas toutes équitables. La police a beaucoup plus tendance à concentrer ses efforts pour résoudre les enquêtes lorsque la victime est blanche, jeune, bien intégrée dans la société, bref, lorsqu'elle fait partie des groupes sociaux dominants. Et ça, je suis désolée, mais c'est encore un point qui va dans le sens de la préméditation et qui illustre parfaitement à quel point Sean Great n'était pas un meurtrier erratique. Vraiment, je tiens à insister là-dessus, ces victimes, pour la plupart, il les connaissait depuis quelques semaines, voire mois, il savait qui cibler. C'était vraiment un prédateur terrifiant, pas un homme simplement déséquilibré, comme il va tenter de le faire croire par la suite. Il parlait tout le temps de tueurs en série quand j'étais gamin, de choses qui ne se disent pas normalement. Vous pensez que ça a semé une graine? Oui, une forme d'amertume, un truc de ce style. Je sais pas trop, j'ai pas encore bien compris quoi. On regardait tout le temps Unsolved Mysteries en famille. Je sais pas. C'est pas ça. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse en effet. C'est comme ça. Exactement. Je ne dis pas que c'est une excuse. Ça ne peut pas être minimisé. Je pensais que je ne faisais que de me renseigner sur les dangers qui existent dehors. J'ai jamais pensé que j'en deviendrais un. Comment ça? Toute cette folie. Les gens qui font du mal à d'autres gens. J'ai jamais pensé devenir quelqu'un qui fait du mal aux autres. Alors, à ce propos, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller voir un petit peu plus en détail la dualité dans l'esprit de Great, parce qu'évidemment, il est très manipulateur, mais
il l'est aussi avec lui-même. Vous savez, c'est une notion dont je parle quand même souvent, qui fait référence à une sorte de double vie psychique, comme pour le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et oui, bravo aux bons élèves du premier rang, c'est le clivage. Alors, le clivage, c'est pas tout à fait le fait de justifier ses actes, comme on vient de le voir, mais on s'en rapproche parce que d'une certaine manière, ça passe par de la rationalisation. Mais le clivage, pour rappel, c'est le fait de dissocier la partie de soi qui a commis le crime du reste de sa personnalité. C'est un mécanisme de défense qu'on retrouve chez beaucoup de criminels, les tueurs en série, mais aussi et surtout les agresseurs sexuels, puisque ça va leur permettre d'éviter de vivre avec trop de contradictions dans leur esprit. Du coup, ces criminels vont avoir tendance à dire « Oui, je l'ai agressé ou tué, mais c'est pas vraiment moi, c'est pas qui je suis réellement », comme s'il y avait en eux cette entité qu'ils essayaient de contenir et qui parfois leur échappe. Pour en revenir à Sean Great, je vous ai déjà dit que bon, il a énormément rationalisé ses crimes. Vraiment, il les a présentés comme des événements inévitables, des conséquences, des comportements ou des paroles de ses victimes auxquelles il n'aurait fait que répondre. Donc déjà, ça c'est la première chose. Oui, il a tué, mais d'une certaine manière, c'est un justicier. Il n'a fait que rétablir une forme d'équité, selon lui. En tout cas, il n'avait pas le choix. Combien de temps êtes-vous resté avec Stacy avant de... Oh, juste 1 heure. Juste 1 heure? Ouais, elle a flippé, fait tout un cirque, alors... J'avais pas le choix. Vous n'aviez pas le choix? C'est vraiment ce que... Je veux dire, réfléchissez-y. Est-ce que vous n'aviez vraiment pas d'autre choix que de la tuer? D'un point de vue rationnel, en y repensant, vous n'aviez vraiment pas d'autre choix? Elle connaissait mon adresse. Oh, elle connaissait votre adresse. Ça veut dire que, étant donné que vous l'aviez obligée à faire des choses sexuelles, c'est ça? On s'était déjà pris la tête. Je voulais la laisser partir, jusqu'à ce qu'elle me gaze. Elle était libre de partir. Elle m'avait dit qu'elle avait un petit-fils et tout. Sauf que lors de ses aveux, on voit Sean Great qui penche parfois du côté du délire latent, et à l'inverse, à d'autres moments, il est d'une lucidité assez glaçante. Par exemple, à plusieurs reprises, il évoque des choses qui frôlent vraiment la piste psychotique, des rêves prémonitoires, des idées paranoïaques sur les incapables de la société, des visions religieuses extrêmes. Je voulais pas me prendre pour Dieu. Je sais que je ne suis pas Dieu, vous comprenez? C'est une histoire flippante, ça m'a effrayée. Je me suis garée et je lui ai dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle répond « Oh, rien ». Et je l'ai observée. Elle lui ressemblait tellement. Juste, plus tu méfies, plus sombre, comme un fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit « T'as besoin que je te dépose quelque part ?» Elle a répondu « Non, je veux pas me mettre dans la même situation que la dernière fois. » J'ai dit « De quoi tu parles ?» Elle a fait « Oh, rien. » Vous voyez? Oui. Je sais pas, c'était flippant. J'ai rêvé de gens, j'ai rencontré des gens. Par exemple, j'ai rêvé que je rencontrais David Coulet avant même de le rencontrer pour la première fois. J'ai rêvé de plein de choses qui se sont avérées vraies. Des noms, prénoms, noms de famille. Mais rappelez-vous, les experts psy ont été formels, Sean Great n'est pas psychotique. En fait, on dirait bien qu'il choisit ces pistes d'explication pour s'auto-convaincre qu'il a raison de commettre ces actes immondes, pour se préparer des excuses. Ce ne sont pas les expressions d'une psychose, mais plutôt les effets d'un trouble narcissique quasi délirant, où il devient un prophète, une sorte de messie envoyé sur Terre pour punir ou pour délivrer les âmes corrompues. Great avoue lui-même qu'il a conscience de déformer la réalité. Mais attention, c'est pas un aveu de folie ici, c'est une prise de conscience, au moins partielle, de sa capacité à manipuler sa propre perception. Je sais que vous avez une conscience, et je vois que ça vous embête, je le vois. Je le vois bien. Ouais, le truc c'est que... Tout ça, toute cette bizarrerie... Des fois, j'essaye de justifier les choses d'une façon étrange. Je peux prendre une chose bizarre et la distordre pour justifier
je sais pas, je suis vraiment tordue, je suis cassée. Il croit pas toujours ce qu'il dit, mais il choisit d'y croire parce que ça le protège. En fait, à vrai dire, quand on écoute bien son discours tout au long de l'interrogatoire, il est ponctué de petits indices qui laissent transparaître ce trouble narcissique. C'est parfois une simple expression, un simple mot, ou même une micro-expression ou une posture lorsqu'il parle des meurtres, mais on observe chez lui une certaine fierté et une fascination par rapport à sa propre violence. Et puis parfois c'est carrément plus évident, lorsqu'il fait des références à Ted Bundy par exemple, ou même quand il évoque ses admirateurs qui lui écrivent en prison. Ted Bundy, il a eu le cœur brisé, et je veux dire, on lui a complètement brisé le cœur. Et il est parti se venger, faire sortir sa colère. Vous avez reçu d'autres lettres de femmes? Waouh. Et de mecs aussi, ouais. J'ai reçu une dizaine de lettres. Et pas de gens que vous connaissez, c'est des lettres d'inconnus. Y a pas une personne que je connais. Je veux juste tuer les Frosties ou les Fruit Loops. Pardon? Vous pouvez répéter? Ouais, je veux me faire des Fruit Loops. Un serial killer qui veut des céréales. Mais, et là encore on voit toute l'ampleur de son ambivalence, son narcissisme se retourne parfois contre lui. Il laisse par exemple échapper tout à coup qu'il sait qu'il n'est rien, qu'il est détestable, haïssable, et que la peine de mort est probablement une punition méritée par rapport à ce qu'il a commis. C'est perturbant, les gens veulent m'approcher, me toucher, se sentir près de moi. Comme ça, s'ils me font du mal, ils pourront toujours dire « J'ai fait ça à Sean Great, le mec qui a tué 5 femmes. » Je crois pas que j'ai besoin d'un avocat. Je veux qu'il demande la peine de mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste plaider coupable, que ce soit fait et qu'on passe à autre chose. Je veux pas mourir ici. Cela dit, si je peux me permettre d'être franche, ça reste de rares éclairs de lucidité dans un océan de justifications fumeuses. Avant de terminer avec ce long profil psychologique de Sean Great, j'aimerais aussi aborder quelques points concernant son mode opératoire, surtout au niveau de la dissimulation des corps, puisque vous l'avez peut-être remarqué, il a évolué au fil du temps, pas très progressivement si on y regarde de plus près d'ailleurs. Et oui, parce que j'ai remarqué que les corps de ses premières victimes avaient été emportés loin de la scène et vaguement dissimulés dans les bois, avec même une tentative de brûler le corps de l'une d'elles à un moment donné. Et puis soudain, Great a changé de façon de faire. On a une victime qui est laissée avec une mise en scène pour laisser croire à l'overdose, puis carrément, Great fait venir ses victimes à domicile, enfin dans la maison qu'il squatte, où il les tue et conserve les corps. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, plusieurs hypothèses on va dire. Déjà, si on se réfère à la classification la plus commune, celle du FBI, qui distingue les tueurs en série organisés et désorganisés, on voit que les tueurs organisés sont bien plus dans le pragmatique, ils planifient, ils évaluent les risques, ils contrôlent la situation et font en sorte de cacher les corps en les transportant ailleurs ou en les enterrant de façon à ne pas être liés au meurtre. À l'inverse, les tueurs désorganisés, eux, sont soumis à l'émotion. Ils agissent sur l'instant, en cédant à des pulsions, sans avoir de réel plan, et ils vont plus avoir tendance à conserver les corps chez eux ou à les laisser sur la scène de crime. Donc, si on se base sur cette catégorisation, on peut soit penser que Great a basculé d'une catégorie à une autre, ou bien, ce qui est plus probable, c'est qu'il soit ce qu'on appelle un tueur mixte, c'est-à-dire qu'il a des éléments qui se chevauchent sur les deux tableaux cliniques. Maintenant, c'est loin d'être la seule théorie à prendre en compte. Je pense qu'il y a une base hyper triviale à ne pas négliger dans le cas de Sean Great, qui est le côté concret de la dissimulation d'un corps. Ça demande d'avoir un véhicule, de s'assurer d'aller dans un endroit assez éloigné où le corps ne sera pas retrouvé, de ne pas être vu durant les étapes que ça implique. Et autant dans d'autres affaires, je pourrais penser que c'est le signe d'une prise de confiance énorme, le type n'a même plus besoin de cacher les preuves. Ici, j'ai un peu plus un doute parce que j'ai vraiment le sentiment que ce changement brutal de façon d'agir est induit par la crainte d'être attrapé.
D'ailleurs, dans l'interrogatoire, Sean Great raconte la peur qu'il a ressentie lorsqu'il était sur la route après s'être débarrassé d'un corps et qu'il a croisé une voiture de police. Et je pense vraiment que c'est un événement comme ça, sachant qu'en plus il avait des parfois semi-délires paranoïaques, qui l'a conduit à ne plus prendre le risque d'aller cacher le corps ailleurs. Et puis, il faut aussi voir quelle peut être la symbolique derrière le fait d'aller dissimuler loin ou au contraire garder près de soi. Le fait de garder un corps, ça peut satisfaire des pulsions sexuelles nécrophiles, ça peut aussi se rattacher à la fameuse problématique de l'attachement ou de la domination. C'est peut-être un indice supplémentaire qui prouve à quel point Sean Great avait désacralisé la mort de ses victimes et combien c'était devenu facile pour lui de côtoyer les conséquences évidentes de ses actes. Cela dit, je peux pas vous dire exactement pourquoi ce changement de mode opératoire est arrivé. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression qu'il traduit à la fois une escalade dans le sadisme et la désinhibition, mais aussi la profonde volonté de Great d'échapper à la police le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que si vous étiez libre aujourd'hui, vous recommenceriez? Bah, c'était déjà le cas, ouais. Ok. Il y a plein de temps, ça aurait pu être 100 personnes. Bon, la partie psycho était assez longue dans cette vidéo, j'espère que ça vous a pas gavé, mais je vous avoue que c'est assez rare d'avoir autant de ressources à ce niveau-là. On a littéralement des heures d'interrogatoire de Sean Great, mais aussi des heures de témoignages d'experts psy au tribunal, et du coup j'ai pas résisté à l'envie d'enrichir au maximum cette vidéo avec ces éléments-là. Je pense que, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que Sean Great n'est pas un tueur délirant, c'est un homme dont l'esprit s'est structuré de façon totalement dysfonctionnelle autour d'une haine profonde à l'encontre des femmes et des faibles pour détourner une grande dépression et un profond mal-être vis-à-vis de lui-même. D'un point de vue objectif, on sait bien que ça ne justifie et n'excuse en rien ces crimes, mais dans sa tête, ce cocktail-là, aggravé par la multitude de facteurs qu'on a passés en revue, c'est-à-dire les dysfonctionnements cognitifs, les potentielles lésions cérébrales, les maltraitances durant l'enfance, les troubles de la personnalité, l'environnement dans lequel il a évolué, tout ça l'a conduit à se percevoir comme une figure toute puissante qui serait à la fois le juge, le bourreau et le martyr d'une société entière. Sauf qu'en réalité, Sean Great a construit tout ça pour échapper à un vide intérieur et à une peur du rejet maladive. Il a jamais réussi à construire ni une relation ni même sa vie. Alors plutôt que de se heurter à cet échec, il a fait que tout détruire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, Sean Great se trouve toujours dans le couloir de la mort actuellement. Et puisque la date de son exécution a encore été repoussée très récemment, on sait toujours pas exactement de quoi sera fait son avenir. Est-ce qu'il sera finalement exécuté ou bien est-ce que sa peine sera transformée en perpétuité? J'ai envie de dire affaire à suivre. De son côté, la maison qu'il occupait à Ashland n'a jamais pu être réhabitée. Il s'agissait pourtant d'une propriété appartenant à une association chrétienne, Pump House Ministries, mais la maison étant considérée comme une scène de crime, il n'était pas possible d'y reloger des personnes dans le besoin. De toute façon, je pense que vous vous en doutez, mais à Ashland, personne n'aurait accepté d'y remettre les pieds. Elle a finalement été transférée à la mairie, qui a décidé de la détruire au printemps 2018. Pas mal de personnes sont venues assister à la démolition de la maison, des voisins, des proches de victimes, mais aussi plusieurs enquêteurs ayant travaillé sur l'enquête, notamment Kim Major, et visiblement c'était un moment fort en émotion pour tout le monde. Je crois que pour pas mal de personnes touchées par cette affaire, la démolition de la maison représentait comme une répétition de l'exécution de Sean Great. C'est comme une page qui se tourne et qui referme l'avant-dernier chapitre d'un livre. Un événement qui dit à tous que ça y est, la fin est proche et qu'il va enfin être possible d'aller de l'avant. J'aimerais conclure cette vidéo en saluant le courage et la force dont a fait preuve Jane Doe pendant les jours de sa séquestration, mais aussi lorsqu'elle est parvenue à contacter la police. Et puis par la suite, lorsqu'elle a aidé l'enquête en répondant aux enquêteurs, puis en acceptant de témoigner lors du procès de son bourreau auquel elle a donc dû faire face à nouveau. Elle n'a pas seulement sauvé sa peau en s'échappant le 13 septembre 2016, elle a aussi probablement évité à d'autres femmes de perdre la vie. Et elle a aussi permis à plusieurs familles de victimes d'enfin obtenir des réponses et une forme de justice.
J'espère de tout cœur qu'elle parvient aujourd'hui à se reconstruire malgré l'horreur qu'elle a traversée. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Encore une fois, c'était une longue vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture, pour la traduction, pour le montage et le doublage. Donc merci pour votre patience à chaque fois, ça fait vraiment hyper chaud au cœur. J'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu et si c'est le cas, vous connaissez maintenant, les pouces en l'air, les commentaires et abonnements font toujours très plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle affaire. Je vous fais des bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those 3 words I long to hear? Will